Mesdames, Messieurs, demande de levée d'immunité et d'autorisation de poursuite de personnalités de l'opposition. Le sujet continue d'alimenter la polémique et sans doute pour longtemps encore. Et chaque jour qui passe semble indécis comme chef d'orchestre du dossier le pouvoir exécutif qui pourtant clame n'y être mêlé en aucune manière. Il s'agit plutôt, m'attelle-t-il, d'une libre expression de la justice de l'une de ses prérogatives. Mais comme piqué au vif, le parti FCBE, pour sa toute première sortie officielle après le congrès de Parakou, fait du dossier son principal sujet, pointant d'un doigt accusateur l'exécutif en plein exercice, dit-il, d'instrumentalisation de la justice. Mais quelle valeur, mesdames, messieurs, accorder aux arguments avancés pour défendre une telle thèse? La moralisation de la vie publique dans l'impasse ou toujours possible d'y croire? Ce sont là, entre autres préoccupations, qui serviront de fil d'Ariane pour votre émission Débat du jour. Et ce sera autour du thème demande au Bénin de poursuite de 6 personnalités de l'opposition. Une réelle révolution dans la lutte contre l'impunité ou une farce du régime du nouveau départ. 2 universitaires pour mener le débat en notre compagnie. Mais avant de les découvrir, la revue des titres. À la manette pour nous faire découvrir la une des journaux, notre compagnon de tous les jours, Kodjovia Metonou, déjà installé. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Todji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Quelques jours déjà, et déjà encore, les FCBE qui font parler d'elles, mais sur tout autre plan. Tout à fait, Joël Todji, sans oublier que les femmes de la CONAREB ont tenté de marcher, ce qui n'a pas été le cas. Le marathon hivernal de Nadine Dako, sans oublier la difficile cohabitation de Daouri avec le pouvoir en place. La une, elle est diversifiée et variée également en titre. Très riche, on peut le constater. Je vous laisse plutôt pour la déguster. Alors on démarre donc avec le quotidien La Dépêche qui met donc en grand titre marche de CONAREB et consorts hier à Cotonou. Le cri de cœur des femmes, bien sûr, cessez donc de penser à vous-même, Monsieur le Président. Nous sommes venus vous dire aujourd'hui que nous avons fait, s'exclament donc les dames, et puis demande de levée d'immunité parlementaire et poursuites en justice. Le FCBE dénonce les manœuvres d'intimidation quotidien. La Nouvelle Tribune lui emboîte donc le pas. Poursuite judiciaire des hommes de l'opposition. Les forces pour un Bénin émergent dénoncent des actes d'intimidation et de diversion. Marche des femmes, donc des marchés sur la présidence de la République, interdiction, perturbation, le film de la manifestation à la bourse du travail. Et puis, affaire faux médicaments, les dirigeants de la CAME et de plusieurs sociétés grossistes arrêtés hier. Le confrère de la matinée, poursuite judiciaire et levée d'immunité parlementaire de certains ténors de l'opposition. Le parti FCBE dénonce une lutte sélective basée sur un rapport constitutionnel et puis présumé mauvais itinéraire pour la marche des femmes ce mardi. Les mamans de talons stoppées dans leur élan. Le nouvel observateur à l'assaut de la présidence de la République. Les femmes béninoises échouent à cause de Toboula. Matin libre, non-désignation des membres du COSLEPI par le Parlement. Des OSC donnent l'alerte et lancent une pétition, dossier à Taoué médicaments falsifiés, plusieurs grossistes devant le procureur ce jour. Notre voix, destruction accélérée des acquis démocratiques, FCBE lance une mise en garde formelle à Talon. Et puis malgré les mesures répressives prises par la police hier, les femmes ont manifesté contre la faim et l'arbitraire. Mutation, quotidien donc mutation. Suite donc à la demande de levée d'immunité et d'autorisation de poursuite judiciaire contre 6 personnalités, les FCBE dénoncent la politique de la ruse et de la rage du régime Talon. Et puis déclaration de presse de la société civile, les OSC invitent le gouvernement au respect des décisions de la Cour constitutionnelle. Merci Kodjovia Metonou, mais grâce à la voix, on a pu comprendre que les femmes, en dépit de tout, ont finalement marché. Non, elles n'ont pas marché, sinon elles ont fait la ronde de la bourse du travail. Ok. Elles ont fait la ronde donc de la une bourse marche du travail. circonscrite. Tout à fait, parce que la préfecture a déployé les grands moyens
c'est quand même ahurissant dans la mesure où c'est rien que des femmes avec des casseroles en main qui ont fait suffisamment bouger l'État central, donc la préfecture, qui a sorti les fourgonnettes, les pick-up, les véhicules d'assaut. Vous avez l'impression que c'est une guerre qui est déclarée, mais malheureusement, c'est en face de la maison des travailleurs. Et les femmes se sont regroupées pour aller juste dire au chef de l'État, nous avons faim, le marché ne vend pas, il y a la mévente totale, le panier de la mélangère. Donc, essayez de voir en sorte ce que vous pouvez faire pour que ça s'améliore. Mais ils n'ont pas donc reçu l'approbation du préfet. C'est tout de même dommage pour la démocratie et pour la République béninoise. Quand tu viens maintenant, autre sujet, avant de vous laisser partir, le dossier Atawa-Renho du remodissement. Non, pour vous, oui. Mais pour la grande majorité des citoyens, c'est de la diversion. Ah bon? Vous savez, ce dossier a éclaté il y a quelques mois, l'honorable est porté disparu. Mais ceux-là qu'on interpelle aujourd'hui, au détriment peut-être d'une citation du procureur de la République, pourquoi ça n'a pas été fait le lendemain même où Atawa a été interpellé, écoutez. On aurait pu le faire. Lorsque des femmes sont en train de réclamer juste un mieux-être, lorsque les syndicalistes sont dans les rues, abandonnant donc les enfants, lorsque aujourd'hui les forces Cori pour un Bénin émergent parlent de lutte sélective dans le cadre de la lutte contre la corruption, ce dossier brûlant de l'actualité qui ne préoccupe pas le gouvernement et qu'on s'attaque à un vieux dossier comme la lutte contre les faux médicaments, encore qu'on ne sait pas ce qui est faux. Parce que le Bénin n'a pas de... Vous avez des laboratoires dans ce pays pour tester les médicaments? Lorsqu'on évoque le cas de Lassa, il faut aller au Nigeria, chercher d'abord les premiers échantillons et tester. Ça ne marche pas, on va en France. Donc vous n'accordez pas beaucoup de crédit à ce qui a été dit là. Vous pensez que ce n'est pas du sérieux? Ce n'est pas moi qui n'accorde pas de crédit, c'est la grande majorité des citoyens béninois qui veulent véritablement qu'il y ait une justice équitable, qui veulent qu'il y ait véritablement une lutte contre la corruption, qui ne croient pas en ce qui vient d'être évoqué ici et que vous appelez rebondissement dans le dossier faux médicaments. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand devient métonnant, ils devront, dit-on, y répondre de leur hâte, on l'a compris de l'autre côté. Il paraît que le temps est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été une fois encore des nôtres pour cet instant. Revue des titres, on se retrouve demain avec la même disponibilité. À très vite. Bienvenue, mesdames, messieurs. Demande de levée d'immunité et d'autorisation de poursuite de personnalités de l'opposition. Le sujet continue d'alimenter la polémique et sans doute pour longtemps encore. Et chaque jour qui passe semble indécent comme chef d'orchestre du dossier, le pouvoir exécutif qui pourtant clame n'y être mêlé en aucune manière. Il s'agit plutôt, martèle-t-il, d'une libre expression de la justice, de l'une de ses prérogatives. Mais comme piqué au vif, le parti FCBE, pour sa toute première sortie officielle après le congrès de Parakou, fait du dossier son principal sujet, pointant d'un doigt accusateur l'exécutif en plein exercice, dit-il, d'instrumentalisation de la justice. Mais quelle valeur accorder aux arguments avancés pour défendre une telle thèse? La moralisation de la vie publique dans l'impasse ou toujours possible d'y croire sur le régime dit du nouveau départ. Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations qui serviront de fil d'Ariane pour votre émission débat du jour. Et ce sera autour du thème « Demande au Bénin de poursuite de 6 personnalités de l'opposition, une réelle révolution dans la lutte contre l'impunité ou une farce du régime Talon ». 2 universitaires pour mener les débats en notre compagnie. À ma droite, Fidèle Aïna, politiste. Il est enseignant-chercheur à la faculté de droit et de sciences politiques FADEPS de l'université d'Abomey-Calavi. Fidèle Aïna, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est réciproque. En face de vous, un collègue à vous. Pour ainsi dire, Ibrahim Salami, c'est son nom, l'homme aux multiples casquettes. L'une des fiertés, dit-on, de la jeunesse béninoise. Constitutionnaliste, administrativiste, universitaire, il est avocat au barreau du Bénin. C'est l'universitaire que nous recevons ce jour pour vous, mesdames, messieurs. Professeur Ibrahim Salami, bonjour. Bonjour, j'ai répondu. Comment vous allez? Merci pour la disponibilité. Ça va, pour la forme hier. Merci. Toujours pour vous servir. Autour de la demande de levée d'immunité et d'autorisation de poursuite de 6 personnalités de l'opposition, le débat fait rage et s'intensifie chaque jour davantage. Une polémique qui laisse patois plus d'un. Ma première question à vous, fidèle Aïna, mais pourquoi
tant de polémiques autour d'un dossier qui vraisemblablement devrait, ne serait-ce que pour l'objectif, unir tous les fils du pays. Vous avez raison, Monsieur Yatangui, de constater que ce dossier fait polémique. Et cela fait polémique d'autant que nous sommes dans un domaine d'infraction politique et qu'en matière d'infraction politique, il faut sous-entendre des possibilités d'instrumentalisation, comme vous avez pu remarquer tout à l'heure, et que on doit aussi pouvoir relever une certaine fraction sociale dans la mesure où certaines franges, je dirais même politiques, vont se sentir un peu ciblées par des attaques, des diatribes politiques. Donc, l'instrumentalisation politique n'est pas à exclure totalement. Et même si tout à l'heure vous avez pu souligner que le gouvernement se dit complètement en dehors de cette procédure, il faut rappeler que cette procédure ne peut se faire sans une initiative du gouvernement. On le sait très bien, le garde des Sceaux a pris une décision, par exemple, en matière de levée d'immunité, puisqu'il lui appartient, en tant que garde des Sceaux, d'adresser cette requête à l'Assemblée nationale. Et donc, quelque part, le pouvoir exécutif fait son travail et va ramener la balle au pouvoir judiciaire pour dire que, mais écoutez, vous voyez, je n'y suis pour rien, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, l'instrumentalisation politique n'est pas à exclure et que ceux qui vont créer l'argument d'instrumentalisation politique, c'est-à-dire la classe oppositionnelle, ont tout à fait une aubaine aussi à saisir pour dire, voyez-vous, nous sommes en matière d'infraction politique, ce n'est pas le droit commun. Et donc, si ceux qui s'acharnent contre nous le font, c'est justement parce qu'ils ont des visées politiques. Et cela, rappelons que nous sommes dans un contexte quand même préélectoral, même si nous ne sommes pas encore en période électorale, mais nous sommes quand même à quelques enclabures des élections législatives. C'est bientôt dans un an, donc ce sera les élections législatives. Et donc cela suppose déjà quelques tractations politiques ou politiciennes. Alors, ça, c'est le regard du sachant. Nous allons recueillir l'avis du professeur Ibrahim Salami. Oui, beaucoup de bruit autour de ce dossier et beaucoup continuent quand même par s'interroger parce que la visée annoncée devrait pouvoir rassembler le grand nombre quand il est question de renflouer les caisses de l'État, quand il est question d'amener le grand nombre à l'éthique et aussi à la reddition de comptes. D'abord, je vous remercie. Je suis très heureux de revenir sur cette chaîne de liberté, la chaîne qui permet l'expression plurielle de la liberté dans un contexte où notre espace de liberté dans un régime démocratique qui a servi de modèle jusque-là, cet espace est en train de se rétrécir. Et il est du devoir des intellectuels que nous sommes d'avoir la dignité de le dénoncer et la fierté d'être sur cette chaîne-ci. Merci beaucoup. Peut-on parler d'instrumentalisation politique? Je réponds oui. Oui. D'emblée. D'emblée. Il ne faut pas être naïf. Il faut avoir le courage de le dire. Quelques indices. D'abord, tout ce qui concerne la poursuite des hommes politiques est forcément une affaire politisée. Ensuite, vous allez constater que ceux qui sont poursuivis, pour la plupart, sont membres du bureau politique du parti de l'opposition FCBE. Troisièmement, le timing est politique. Parce que, curieusement, coïncidence absolue ou hasardeuse, c'est après le congrès dont on a vu que c'était un congrès à succès du parti FCBE, que, marquant le retour sur scène, en quelque sorte, du président Boni Yayi, que subitement, la demande a été envoyée. On aurait pu me retorquer que jusque-là, les magistrats étaient en grève. Mais les magistrats du parquet qui ont pu faire la demande au garde des Sceaux n'étaient pas en grève. Donc, ils auraient pu envoyer la demande avant ou pendant la période de grève. Mais il y a un timing politique. Ensuite, il ne faut pas se leurrer dans la mesure où on peut faire une analyse personnalisée de chacune des personnes poursuivies, on le fera tout à l'heure. Oui. On peut faire une analyse globale, c'est-à-dire les 5, 6 personnes, c'est tous des gens de l'opposition.
Oui. C'est-à-dire une façon de dire que la lutte contre l'impunité ne peut avoir lieu que dans l'opposition. Et donc, on est en droit de s'attendre à ce que, pour montrer sa bonne foi, que le gouvernement engage aussi des procédures contre des députés de la mouvance présidentielle, pour ne pas donner l'impression que les gens se réfugient, pour ne pas donner raison à ceux qui pensent qu'on se réfugie dans la majorité pour avoir la paix sur le plan de la procédure judiciaire. Alors, mais je vais plus loin. Vous savez, le parquet reçoit des instructions du garde des Sceaux, le parquet général, le parquet d'instance. Eh bien, on ne peut pas concevoir que le parquet puisse adresser la demande au garde des Sceaux sans qu'il y ait échange sur l'opportunité ou pas pour le parquet de lui adresser. En réalité, c'est comme si vous êtes dans une situation où il y a le chef de l'État ou le ministre ne peut rien faire sans le chef de l'État. C'est à peu près pareil au parquet. Donc, il faut comprendre que la logique des institutions veut que le parquet ne puisse pas avoir le courage, le toupet d'adresser une telle demande au garde des Sceaux s'il n'y a pas eu échange auparavant. Et deuxième niveau, c'est que, à supposer même que le parquet l'ait fait, ce qui est à exclure quand on connaît comment ça fonctionne, à supposer même que le parquet ait fait la demande, le garde des Sceaux peut ne pas envoyer. Et ça, on ne le saurait même pas, puisque ça se passerait entre le parquet et le garde des Sceaux. Donc, il y a là autant d'éléments qui permettent de dire que c'est des dossiers politiques qui peuvent faire l'objet d'instrumentalisation politique. Et ça, ce ne serait pas nouveau. Les hommes politiques qui font de l'instrumentalisation politique, ce n'est pas nouveau. Et la rupture ne va pas échapper à cette logique. Cette logique. La rupture ne va pas échapper à cette logique si c'est le citoyen lambda qu'elle pense et le clame. Aujourd'hui, les techniciens de droit de la chose politique pensent que oui, c'est à raison. Ces réflexions menées autour de ce dossier, longuement cité, abondamment indexé, oui, les tenors du parti FCBE. À raison, chers invités, les leaders du parti ont donné de la voix à travers une conférence de presse. Pour eux, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une instrumentalisation. Et il va falloir plutôt couper la peau en deux si on veut vraiment lutter contre la corruption et en finir avec l'impunité. Chers invités, je partage avec vous quelques points des arguments avancés par la FCBE qui fonderaient leur thèse. Et ensuite, on appréciera. La FCBE a eu à relever, disait le porte-parole, que le cas spécifique de la mission d'audit qui fait objet de la demande de levée d'immunité concerne une vingtaine de membres du comité interministériel. Mais seules les personnes en vue aujourd'hui, à savoir Idrissou Arifari Bako. Non, pas Arifari. Idrissou Bako, Arifari, oui. Idrissou Bako, à savoir Valentin Dianontin, qui sont concernés par ce dossier. Et de rappeler plus loin que la procédure en cours a été enclenchée sur la base d'un rapport d'audit qui a fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle qui, en son temps, a déclaré le professeur Ibrahim Salami contraire à la Constitution dans sa décision, je cite ici, 17-251 du 5 décembre 2017. Et là, de conclure, l'orateur, si on veut être légaliste, il faut l'être jusqu'au bout. Est-ce que pour vous, cet exposé tient vraiment la route? Je pense que d'abord, il faut partir d'un cadre général. Le cadre général du contexte de ce gouvernement de la rupture, c'est un cadre dans lequel le gouvernement s'est fâché avec la Constitution, s'est fâché avec certaines décisions de la Cour constitutionnelle aussi. Parce qu'il y a eu une accumulation de décisions rendues par la Cour constitutionnelle qui n'ont pas reçu exécution. La décision sur l'ARCEP, des gens qui ont été dégagés illégalement, donc contrairement à la Constitution. Et il y a une décision qui dit, eh bien, ils ont été dégagés de façon contraire à la Constitution.
silence radio. Au contraire, on a installé d'autres personnes. Il y a eu la décision, on pourrait parler de la décision sur le COSLEPI, etc. Bref, il y a eu un environnement, en quelque sorte, de défiance à la Cour constitutionnelle et qui est regrettable. Voyez ici, quand on prend ce cas précis des audits, d'abord, c'est des audits à charge. C'est des audits, que ce soit pour Bako ou pour le ministre Koutié, c'est des audits à charge. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut coûte que coûte trouver quelque chose. Et pire, les personnes concernées n'ont même pas été entendues. Et plus grave, toutes les personnes concernées n'ont pas été prises en compte. Et donc seulement certaines personnes concernées ont été ciblées. Et donc la Cour a rendu ces décisions-là en déclarant ces rapports-là contraires à la Constitution. De sorte que, en droit, article 124 de la Constitution et article 3 de la Constitution, les actes déclarés contraires à la Constitution disparaissent de l'ordonnancement juridique. De sorte qu'on ne peut plus les exhiber pour l'utiliser contre ces personnes. Et donc, il y a une logique dans ça, une logique juridique dans ça qui a été exploitée par les hommes politiques ici de l'opposition en disant, vous ne pouvez pas verser au dossier des rapports de ce genre pour incriminer des hommes politiques à nouveau. Ça a un sens. Ça s'appelle être conséquent envers soi-même. Être conséquent envers soi-même, fidèle Ayena, on ne peut pas comprendre qu'avec toute cette volonté du gouvernement d'aller loin, qu'on puisse commettre ce qu'un confrère a appelé un impair sur ce dossier. C'est l'une des pièces maîtresses, l'audit. Mais c'est le politique qui rappelle là que le dossier en question, sur ce rapport, il y a eu un rejet de la Cour constitutionnelle et par conséquent, il ne fallait pas l'introduire. Mais qu'est-ce qui peut motiver l'exploitation alors de ce dossier? Ce qui peut motiver l'exploitation de ce dossier, c'est la volonté d'un gouvernement de faire de l'instrumentalisation politique, tout simplement parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est des personnalités politiques qui sont ciblées et que, curieusement, ces personnalités publiques sont des personnalités de l'opposition. D'abord, ce qui paraît aussi curieux dans tout ceci, c'est que le régime du nouveau départ semble faire, ses chevaux de bataille, la lutte contre la corruption, l'impunité, c'est bien. C'est bien, mais rappelons d'abord, dans un regard beaucoup plus réaliste, dans quel type d'administration nous sommes. Tout cela peut bien se passer et prospérer dans une administration légale rationnelle. Mais l'administration actuelle n'est pas légale et rationnelle? Vous savez, l'administration, je parle en présence du professeur titulaire Ibrahim Salami. Nous sommes au Bénin, l'administration est légale rationnelle pour quelques doses, mais nous sommes en vérité dans une administration néopatrimoniale. Jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant, nous sommes dans une administration néopatrimoniale. Et ça a été le cas depuis la décolonisation, tous les pays d'Afrique noire d'ailleurs. Au début, on peut comprendre, voilà. Mais maintenant, en plein 21e siècle. Oui, il n'empêche pas, le 21e siècle n'empêche pas qu'au Bénin, comme partout ailleurs dans la sous-région, nous évoluons dans des administrations néopatrimoniales. Vous savez très bien comment on arrive au pouvoir et que les relais patrimoniaux jouent beaucoup. Les relais politiques jouent abondamment. Vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui l'Assemblée nationale dans sa configuration politique, on a les forces de l'opposition qui n'existent pas en vérité, et puis on a la mouvance. Qu'est-ce qu'on met dans la mouvance? C'est un foutu, la mouvance. Si vraiment, comme l'a rappelé le professeur Ibrahim Salami, si on doit inquiéter sur un plan judiciaire beaucoup de personnalités politiques, ce sera au-delà des personnalités qu'on est en train de cibler en ce moment. Il y a des gens qui ont fait allégeance rapidement, comme ça se fait lorsqu'un nouveau régime arrive, des gens qui étaient des activistes de tel ou tel régime, et pour peu qu'on ait changé de régime, ils deviennent des sbires en quelque sorte d'un nouveau régime, de façon à ne pas se retrouver inquiétés. Pourquoi? Parce que, le disait le professeur Salami, lorsqu'on se retrouve à l'Assemblée nationale, c'est aussi une soupape de protection politique, de protection juridictionnelle même, je dirais, pour ne pas être inquiété. Donc, l'administration dans laquelle nous sommes, c'est une administration néopatrimoniale qui joue avec tous ces relais sociaux, tous ces relais politiques,
Et que même le peuple, parce que vous avez dit pourquoi cette action du gouvernement ne rencontre pas l'adhésion sociale, mais le peuple lui-même, tous ces leaders politiques qui sont ciblés, c'est des leaders politiques qui sont assis eux-mêmes sur des bases sociopolitiques, sociales, électorales, et donc et des bases électorales qui comptent sur ces leaders en tant que relais patrimonial, parce que c'est des personnalités qui vont apporter des subsides en quelque sorte, des subsides politiques, et que ces franges de la population en ont besoin. C'est notre logique de fonctionnement, c'est la logique de fonctionnement de notre administration, et que vous avez parlé tout à l'heure de farce ou bien de révolution dans la lutte contre l'impunité. Je pense que tout cela va rester un peu partagé entre réalité et puis farce. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire une lutte, en tout cas je dis nous, le gouvernement, je ne suis pas du gouvernement, le gouvernement fait une lutte contre l'impunité depuis longtemps, mais cette lutte, est-ce qu'elle va prospérer dans ce type d'administration néopatrimoniale? Parce que si on doit rentrer dans le giron même du gouvernement, il y a des casseroles qu'on peut retrouver aussi. Il y a des casseroles, oui. On aura le temps d'en parler plus amplement. Professeur Ibrahim Salami, quand on sait qu'il y a une pièce, comme je le disais, demandé tout à l'heure à Fidel Aïna, qui se révèle là comme une pièce compromettante, qu'est-ce qui pourrait, au-delà des données politiques, pousser à introduire ou à compter sur cette pièce, quand on sait qu'on peut rencontrer un rejet, techniquement parlant? Bon, d'abord, il faut dire que la démarche à l'Assemblée nationale n'est pas que technique. Elle est aussi éminemment politique. On peut avoir raison techniquement et politiquement tort, comme on peut avoir politiquement raison et techniquement tort. En fait, pour bien comprendre ce qui se passe et les personnes poursuivies, faites attention, vous savez, la lecture du régime politique sous le président Yahi et actuellement sous le gouvernement Patrice Talon permet de comprendre certaines choses. Les personnes qui sont poursuivies, si on prend l'exemple de 2 ou 3, partons de Djenotin, Bako et Koutié, vous allez remarquer que, est-ce que vous savez d'abord que sous la présidence Boni Yahi, il y avait des gens dans son gouvernement qui étaient contrôlés non pas par Boni Yahi, mais par quelqu'un d'autre. Oh oui, ce qui veut dire que lorsque, par exemple, dans les 7 premières années des 10 ans de Boni Yahi, il y avait entente entre son ami devenu ennemi, eh bien, il y avait des membres du gouvernement qui répondaient non pas de Yahi, mais de son ami, de son partenaire. Les poursuites, la plupart de ces poursuites ici concernent des gens de la période de 2012-2013, des gens qui étaient au gouvernement ou aux affaires du fait même de Yahi seul et qui ne répondaient pas de l'autre côté. Vous allez voir Bako, Arif Hari Bako, commençons par lui. Arif Hari Bako, non pas Arif Hari Bako. Idrissou Bako. Oui. Idrissou Bako appartient d'abord politiquement à la Libori. La Libori est un département vraiment difficilement prenable pour la rupture. Idrissou Bako était à la SONAPRA et a dirigé, vous savez, dans le secteur du coton. Donc, il est dans l'œil du cyclone. Et quand vous prenez Idrissou Bako, c'est quelqu'un qui une fois qu'il est devenu député, lors des débats à l'Assemblée nationale à un moment donné, a contesté les fonds dus par l'État aux sociétés de Patrice Talon. Vous allez remarquer dans le timing, c'est quelque temps après que dans la presse, il y a eu un déballage médiatique pour le discréditer sa gestion. C'est ça l'instrumentalisation politique. Quand vous prenez Djenotin, lui aussi est venu dans la période où il y a crise affichée entre Boni Yahi et Patrice Talon, et il a été aux infrastructures portuaires, il a été garde des Sceaux. Koutié, c'est pareil, la période 2013. Donc vous allez regarder
c'est une lecture qu'on peut faire sur un plan. C'est lui le politiste, il le fera aussi s'il le veut. C'est souvent des gens qui ont gouverné après la brouille entre les deux personnages. Donc c'est très important d'avoir cette lecture-là. Quand on prend maintenant, si vous le permettez, chacun des cas, je vais commencer par Djenotin. D'abord, il y a 3 situations, sans monopoliser la parole. La demande de poursuite concerne statutairement 3 types de personnes. D'abord, il y a les gens qui n'ont été que anciens ministres. Oui. Il y a ensuite des gens qui n'ont pas été anciens ministres, mais qui sont uniquement députés. Et troisième, des gens qui ont été ministres et qui sont actuellement députés. Pour ce qui concerne ceux qui étaient anciens ministres, eh bien, c'est pas la demande et qui ne sont pas au Parlement, comme Koutié, c'est une demande de poursuite, autorisation de poursuite devant la Haute Cour de justice. Pour ce qui concerne ceux qui sont actuellement uniquement députés, qui n'avaient pas été ministres, le cas de Bako, ça c'est une demande d'immunité pour qu'on puisse les poursuivre en tant que citoyens ordinaires. Il y a maintenant le cas de Djenotin. Djenotin était ministre et actuellement député. Oui. Lui, il a une double carapace, une double protection. Pourquoi? Parce que pour le juger, lui, il va falloir 2 votes. Le premier vote, c'est le vote pour lever l'immunité parlementaire. Mais un second vote doit intervenir pour autoriser à le poursuivre en tant que ministre. De sorte que la double protection, pour être levée, doit faire l'objet d'un vote à double détente. Voilà. Donc, voilà la situation de ces 3-là, les 3 différents cas. Alors, pour ce qui concerne celui qui va être poursuivi devant la Haute Cour de justice, l'autorisation de poursuite se fera aux 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Donc, et pour les autres, de lever de l'immunité, c'est à la majorité absolue. Alors, donc, on a affaire à une procédure qui est politique et politisée, parce que le parcours est politique, les membres de la Haute Cour aussi sont politiques, et pour certains d'entre eux, en dehors des membres de la Cour constitutionnelle qui siègent là-bas. Et donc, c'est une procédure politique. Et donc, il ne faut pas être naïf en pensant qu'une procédure politique ne sera que technique. Elle fait forcément l'objet d'instrumentalisation politique. On pourra revenir après sur chacun des cas et des infractions qui sont Je reviens sur le cas comme écoutier. Les FCBE font observer, fidèle à Ina, que le dossier sorti semble être, la preuve même que la démarche consiste à trouver coûte que coûte des poux sur la tête d'un chauve. Là, je rapporte les propos du conférencier. 1. Les chiffres, dit-il, avancés sont en déphasage avec les faits. 2. On a voulu faire d'un plaignant, dans un dossier instruit par un tribunal, un coupable à livrer à l'opinion. Fin de citation. Oui, c'est tout à fait juste de le remarquer ainsi. Moi, je pense que ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant que l'ancien ministre, l'agentier national, comme on l'appelle, pour les intimes, se retrouve un peu inquiété par le gouvernement. Ce n'est pas surprenant. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que il a été quand même un acteur politique de premier plan sous le régime Yahi. Il a été un aspirant à la fonction présidentielle et même parlementaire, voyez-vous, en tant que président de l'Assemblée nationale, il a eu toutes ses ambitions et que dans sa position à l'époque d'agentier national, en tant que ministre des Finances, dans cette position, c'est tout à fait normal qu'il soit inquiété aujourd'hui pour les faits qui lui sont, en tout cas, prétendument reprochés. Un plaignant,
Oui, évidemment. On peut regarder, on peut voir à travers tout cela une combine politique, que ce soit de sa part ou de la part de ceux qui, aujourd'hui, s'acharnent contre lui. Penser que oui, parce qu'il a été à la tête, au fait, de ce ministère des Finances, les recettes de l'État, parce qu'il a été aux commandes de ce ministère, on peut penser que oui, s'il y a pu y avoir toutes ces, ce circuit d'argent, parce que les montants sont colossaux. On entend parler dans la presse, en tout cas, de 700 millions, de 100 millions, on ne sait pas exactement. Donc, c'est normal que... Les fiches que les concernés, les mises en cause dans ce dossier auraient déchargées font plutôt état de 92 millions, pas de 700. C'est vrai que c'est le chiffre qui ont été, ça fait partie des chiffres avancés officiellement même. Voilà. Oui. Oui, donc, vous savez, l'élection ne se fait pas sans le nerf de la guerre. En matière d'élection, c'est l'argent. Et que pour affaiblir un adversaire politique potentiel, il faut aussi voir comment se portent ses poches. D'accord? Donc, et que tout se joue là à dessein. Tout se joue et peut se jouer donc à dessein politique. Ça a toujours été ainsi sous les autres régimes. Regardez, vous savez, pour l'élection présidentielle passée, il y a eu beaucoup d'argent qui ont circulé, des milliards pour les élections, ce qui, en termes de moralisation de la vie politique, pose véritablement question. Donc aujourd'hui, pour affaiblir un adversaire politique, il vaut mieux rechercher aussi à travers la santé de en tout cas de sa bourse. Et qu'on peut penser, je pense qu'il y a eu quand même des prénotions dans ce sens-là, de penser que oui, lorsqu'on a été aux affaires, vous avez accumulé beaucoup, puisque je le rappelais tout à l'heure, nous sommes dans une administration néopatrimoniale et que tout marche pièce sonnante et trébuchante. Et c'est ainsi que vous savez convaincre politiquement. Voilà. Et qu'on peut penser que l'ancien ministre des Finances a accumulé un trésor sur lequel il pourra se fonder, n'est-ce pas, pour conquérir à nouveau le pouvoir politique. Accumulation de trésors, de guerre, bon, non pas pour aider la caisse finalement à mieux se porter, mais juste pour affaiblir. En fait, le cas de Koutié, du ministre Koutié, sans parler d'un canular, comme dirait l'autre, on pourrait dire qu'il s'agit d'un scénario digne d'une comédie loufoque. Ah bon? Oui, parce que, regardez les faits. Nous avons affaire à un gouvernement et un porte-parole chargé de la communication du chef de l'État qui font état de ce que il aurait perdu 700 millions. Oui. Mais en réalité, on est en mesure de dire aujourd'hui que c'est un mensonge. On est aujourd'hui en mesure de dire que c'est un mensonge parce que... Pourquoi ne pas dire que c'est un lapsus? Non, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge d'État. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire le montant dont il s'agit. Je vous le dis parce que j'ai eu assez... ça a circulé sur les réseaux sociaux et j'ai pu faire vérifier dans les registres du tribunal de Saint-Valo. J'ai pu faire vérifier qu'il s'agit de exactement 92 170 000. Exactement. 92 172 000. Pourquoi le professeur Ibrahim Salami refuse de croire qu'il s'agit d'un lapsus? Non, ça ne peut pas être un lapsus parce que pour un dossier aussi important, on pourrait quand même prendre un minimum de précaution. Et le minimum de précaution, c'est au moins avoir accès au dossier. Ce n'est pas compliqué puisque une décision a été rendue dans ce dossier-là. Les personnes concernées, c'est des jeunes garçons de 18-19 ans, dont un proche de l'ancien ministre, ont été arrêtés. Ils ont été jugés et condamnés. Non, c'est un dossier vraiment clos. Bien sûr. Les gens ont été jugés le 4 avril 2016. Et dans les PV de ce dossier et dans la décision rendue, moi je l'ai, la décision rendue. Dans la décision rendue, on fait état de 92 172 000, ce qui fait environ 140 000 euros. Alors, est-ce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'on était en période préélectorale où le ministre Koutié était directeur de campagne, tout le monde le sait, d'un candidat du pouvoir en place qui voulait renouveler
son mandat, Lionel Zissou, soutenu par Boni Yahi. Et donc, on était dans ce cadre-là, dans un pays où il est permis d'aller au maximum pour les campagnes présidentielles à 2,5 milliards. C'est le code électoral qui le prévoit. 2,5 milliards. Est-ce qu'on peut être surpris que pour faire une campagne où on sait très bien que les candidats qui veulent gagner les élections, en position de gagner, à l'élection de 2016, les 3 premiers, on a entendu dire le montant qui a été utilisé, puisque tout n'est pas forcément tracé. Et donc, dans ce contexte-là, d'abord, je vais plus loin. Donc, on a affaire à une décision de justice qui condamne les gens même qui les reconnaît coupables et qui les condamne à 24 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est des faits établis, incontestables, parce qu'il y a une décision de justice. Donc, si on avait pris un minimum de précaution, on n'en serait pas là. Je vais plus loin. Je dis qu'il y a une question de droit qui se pose. Monsieur Joël Yontedi, est-ce que c'est interdit d'avoir des espèces chez soi à la maison? Non, c'est pas interdit, c'est sûr. Il n'y a aucune loi au Bénin, à ma connaissance. J'attends qu'on m'apporte la contradiction. Il n'y a aucune loi qui interdise d'avoir des espèces chez soi. Il n'y a même pas de loi qui limite le montant des espèces qu'on peut avoir. Ce qui existe dans le code douanier, c'est quand vous voulez traverser la frontière, vous devez faire la déclaration du montant que vous avez. On peut vous demander quelle est la source, et tout, etc. Vous pouvez avoir des montants chez vous d'un certain... Il n'y a pas de limite qui a été fixée. Le plus important, c'est de pouvoir prouver quelle est l'origine de ces montants. Vous pouvez ne pas faire confiance à la banque et faire confiance à votre maison pour garder votre argent. Donc, il y a là une question qui va se poser. Est-ce qu'on est sur le terrain de la détention uniquement des numéraux chez soi en période préélectorale, ou bien est-ce qu'on veut aller sur le terrain de l'enrichissement illicite? On est dans le flou. Donc, moi, je pense que c'est très important de rappeler ces choses-là. Dans un monde d'hypocrisie politique, où je dis 140 000 euros, à Cotonou, pour un député, vous n'êtes même pas sûr d'être élu député avec 140 000 euros à Cotonou pour être député. Donc, alors que là, on est dans le cadre d'une campagne électorale. Donc, quand vous voyez ces éléments-là, vous voyez que on a cherché dans la vie de ce ministre, on a regardé ses diplômes, on a regardé les microcrédits, on a regardé sa gestion au ministère. Et puis finalement, ce n'est pas au ministère qu'on trouve quelque chose. C'est dans le cadre d'une situation où lui, il a perdu de l'argent, a porté plainte. Et les gens ont été jugés. Le parquet n'a pas relevé appel. Le parquet qui est le bras de l'État n'a pas relevé appel. On n'a pas cherché à s'en prendre aux voleurs, aux cambrioleurs, parce que c'est établi maintenant, il n'y a pas eu appel. Et puis, on se rappelle qu'il y a 2 ans, il avait dit qu'il a perdu de l'argent. Et puis, on s'attache à 700 millions, en disant 700 millions. Je constate que vous avez pratiquement le souffle coupé, j'imagine, les téléspectateurs aussi, parce que là, ce sont des clarifications qu'on apporte et qui font dresser les cheveux sur la tête. Si le dossier a connu toutes ces évolutions, vous n'allez pas me dire que c'est la politique qui demande aussi ça. Ou bien ça répond à une autre logique. Non, ça ne peut répondre à autre logique que politique. C'est la politique qui commande tout cela parce que, vous savez, dans l'arène politique, c'est l'arène des coups bas. D'accord? Que vous soyez de l'opposition ou de ce qu'on appelle la mouvance gouvernementale, c'est l'arène des coups bas. Hein, ce n'est exclu nulle part. Mais un dossier déjà vidé avec des précisions qu'on vient d'avoir et pourtant on s'y accroche. C'est vraiment pour avoir la tête de l'adversaire, comme on dit, ou vraiment pour jouer sur d'autres terrains? C'est à la fois. Si on joue sur d'autres terrains, c'est probablement pour avoir la tête de l'adversaire qu'on se retrouve. C'est un adversaire politique. Hein, avant tout, c'est un adversaire politique et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Et donc, pour l'abattre, pour le disqualifier devant l'opinion publique, il faut soulever des casseroles. Et vous savez, l'arène politique, c'est l'arène des diatribes politiques, c'est l'arène des trahisons, c'est l'arène des coups bas. Hein, donc, et ce n'est pas exclu, ce n'est pas à exclure totalement. Nous sommes dans un jeu politique où chaque acteur aura toujours cette
peut-être de façon utilitariste ce besoin. Donc, vous voyez, il faut farfouiller dans la vie des uns et des autres pour savoir ce qu'on peut relever et ramener cela devant l'opinion publique pour discréditer un potentiel rival politique. Et je suis tenté de dire que le politique a carrément pris le dessus quand on analyse finalement ce dossier. Mais que le côté technique qu'on a bien voulu mieux appréhender existe pour très peu de choses. Oui, le technique existe pour très peu de choses parce que nous sommes dans un domaine politique, éminemment politique, et que tout cela ne peut se faire en dehors du politique. Donc, c'est des logiques politiques et politiciennes qui sont derrière tout ce qui se fait. Et que... En tout cas, pour l'instant, on clame toujours justice et c'est la justice qui va son chemin. Et si on prend un dossier du genre devant les instances judiciaires, que pourra-t-il se passer si hier le dossier a, sur le cas spécifique évoqué, un dossier vidé, comment ça peut se jouer finalement? En fait, il faut avoir l'esprit que la Constitution dit que le pouvoir judiciaire est indépendant, mais c'est aller trop vite en besogne, parce que la justice pénale, du point de vue de la poursuite, de l'opportunité de poursuite, oui, n'est pas totalement indépendante. Parce que, comme le parquet est sous la hiérarchie ou alors reçoit des instructions du garde des Sceaux, lui-même recevant du chef de l'État, et garde des Sceaux et chef d'État étant des hommes politiques, on peut orienter l'opportunité des poursuites. Ah bon? Évidemment, on peut orienter l'opportunité des poursuites. Je dis ça parce que dans ce cas précisément de Komikuchi, on sent bien que c'est pas comme si on est dans le cadre d'un procès et on a voulu faire des enquêtes, on a voulu aller fouiller chez lui et on découvre subitement de l'argent, on dit il y a quelque chose. Non, il n'y a pas procès contre lui, c'est lui qui est allé porter plainte. Mais pour comprendre cela, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que on agite 700 millions. Ça aussi, moi je ne crois pas que ce soit... vous l'avez dit, non. Quand même. Mais ça doit avoir une raison. Non, quand même. Ça doit avoir... Les gens parlaient de 700, d'autres parlaient de 800. Ça doit avoir une raison. Il y a une idée là de... Et la probabilité, vous la voyez à quel niveau? Non, une idée de... On a voulu jeter un homme en pâture dans un contexte où on sait que économiquement c'est dur, qu'un seul homme puisse avoir 700 ou 800 millions, mais vous imaginez ce que ça peut faire dans la tête des Béninois. C'est là je trouve qu'il y a instrumentalisation politique, mais vous ne pouvez pas comprendre cette instrumentalisation politique lorsque vous n'avez pas une lecture d'ensemble du régime de la rupture. C'est quoi cette lecture qu'il faut avoir? La lecture d'ensemble qu'il faut avoir, c'est une démarche qui vise, qu'on le veuille ou non, à ce que des personnes qui sont en vue et qui pouvaient amener la contestation, qui pouvaient être des adversaires, il faut leur trouver les poux dans les cheveux. Il y a une phrase du président de Patrice Talon, du président Patrice Talon, où il dit, en parlant du mandat unique ou du caractère renouvelable, il dit, ce n'est pas le bilan qui fait qu'on renouvelle son mandat, c'est la façon dont vous tenez la classe politique, vous tenez la presse, vous tenez les leaders d'opinion. Et quand vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de compétiteurs, eh bien vous gagnez facilement les élections. Il me semble que cette phrase-là, qu'on doit remettre aux étudiants en sciences politiques, trouve un déroulé dans le fait que des personnes qui comptent dans le pays, surtout ceux qui comptent politiquement et financièrement, puissent être en quelque sorte réduites à néant ou à leur plus simple expression. Je pense qu'il y a une lecture à faire là qui fait que vous allez avoir des poursuites dans des situations qui amènent des personnes qui gênent le système ou à s'exiler ou à être réduits au silence. Et c'est ça pour réduire la compétition politique au Bénin. Alors, déjà, la campagne serait-elle lancée avant même le jour où elle est officiellement déclarée fidèle à Yéna? Le Bénin serait-il déjà précocement en campagne?
Et pour combien de temps le chef d'État vient de faire 2 mandats? On sait que... 2 ans. 2 ans. 2 ans. On sait que 2019 est décisif, 2020 aussi, et 2021, n'en parlons plus. Et il ne reste en principe que 2018. Mais là, on a comme l'impression qu'on est en plein déjà en campagne électorale. Tout à fait, Monsieur Joël Yetonji. Le Bénin, les acteurs politiques notamment sont déjà en campagne, en pré-campagne. En campagne pour les élections législatives, en pré-campagne pour les élections communales locales qui vont suivre, et puis déjà en pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. Mais l'opposition, on ne la voit pas. Donc finalement, c'est l'exécutif seulement qui est en campagne. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'opposition, en vérité. Il n'y a pas d'opposition. Parce que c'est ça le chou gras de tous les acteurs politiques, de se rallier, sans conviction politique, sans idée politique, de se rallier. On l'a déjà dit ici plusieurs fois sur ce plateau. C'est le ralliélisme politique qui compte. Le ralliélisme politique au profit de l'acteur le plus fort, donc l'exécutif, et c'est cela. Et donc, les stratégies d'action de l'exécutif, ce serait chaque fois de tout faire pour embrigader l'opposition. Et il a les moyens de le faire, d'autant que finalement, quelle portion pour les défis de développement? Oui, c'est cela la question, puisqu'il n'y a pas de débat d'idées finalement. Il n'y a pas de débat d'idées. Il n'y a pas une ligne d'opposition qui puisse contester les actions ou les plans d'action, le PAG du gouvernement pour dire que, oui, vous savez, ceci, il faudrait plutôt relativiser que faire ceci ou cela. Donc, il n'y a pas, tout le monde adhère. Et si tout le monde adhère à la même ligne d'action gouvernementale, nous risquons donc de finir comme des moutons de Panurge. Ah oui, la crainte... Elle est là, une grande crainte. D'aucuns crient déjà, le Bénin lentement mais sûrement va vers le parti unique dont il s'est débarrassé quelques années plus tôt. Je me retourne vers le professeur Ibrahim Salami. Plus que 2 minutes et on va clôturer cette émission. La grande question qu'on se pose, la moralisation de la vie publique, faut-il continuer à y croire ou vraiment un énigme? Oui, avant de vous répondre, je vais rebondir rapidement sur la question de l'opposition. Qui vous regardez comment le régime de la rupture fonctionne, vous allez vous rendre compte que on a l'impression que tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'opposition, que tout est fait pour que les forces syndicales soient réduites à leur plus simple expression. Tout est fait pour que les leaders d'opinion soient réduits au silence. Et quand des partis comme FCB et autres veulent donner de la voix, vous voyez comment on peut réagir. Il y a un système de nivellement vers le bas, l'idée que l'espace de liberté doit être rétréci, l'idée que, le président lui-même l'a dit, j'ai été élu, laissez-moi faire. Mais en démocratie, c'est pas parce qu'on a élu qu'il faut laisser faire, il faut toujours des gens pour critiquer. On doit plus donner des lauréats aux gens qui critiquent, aux gens qui sont là que pour chanter les louanges du chef de l'État, parce que la critique fait avancer. Alors, est-ce qu'on doit croire à la lutte contre la corruption? Moi, je suis sceptique. La lutte contre l'impunité, je suis sceptique, parce que ce qui se voit et se sent pour l'instant, c'est l'idée que seulement dans l'opposition, qu'on doit trouver des gens qu'on doit poursuivre. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, si le gouvernement veut montrer sa bonne foi, il faut qu'elle fasse pression aussi sur le parquet, qu'elle donne des instructions pour que ces personnes-là aussi soient poursuivies. Et là, elle aura montré qu'elle est... Merci Ibrahim Salami. Oui, fidèle Aïna, la grosse interrogation, c'est la moralisation de la vie publique. Vraiment, continuer à y croire, ou le Bénin, une fois encore, va jouer avec les nerfs des citoyens, mais pas pour grand-chose. Il faut y croire peut-être à condition que cette moralisation de la vie publique, politique, soit à double sens et non pas à sens unique. Si ça reste à sens unique, c'est antidémocratique, mais si ça peut évoluer à double sens, ce serait pour le développement démocratique de notre pays. Merci Fidèle Ayena, merci à vous, professeur Ibrahim Salami. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour votre émission 100% Bénin du jour.
on va se séparer sur cette citation du dramaturge et homme d'État romain Sénèque. Je cite, « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. » Bonne suite de méditation à vous. Ce fut un plaisir. À demain.